à tous, merci d'être avec nous, de rester dans la nef pour suivre cette table ronde ô combien importante puisqu'on va encore parler d'IA, hein, donc c'est un des sujets du jour, mais voilà, c'est important d'en parler. Et là aujourd'hui on va parler plus particulièrement de l'impact de l'IA sur le parcours des entrepreneurs. Et pour évoquer ces questions, j'ai avec moi trois invités de qualité que je vais vous présenter. Donc, nous avons Hervé Mignot, qui est Chief AI Officer d'European Digital Group. Stéphanie Delestre, cofondatrice de Volubil et que vous connaissez aussi, puisque jury de Qui veut être mon associé, si vous la reconnaissez. Et Théo Leblanc, entrepreneur et vulgarisateur de l'IA. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être on va déjà se poser la question de l'IA. Voilà, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu ce big bang de l'IA générative qui est arrivé il y a quelques temps maintenant. Mais l'IA, ça existe malgré tout depuis longtemps. Avant, une IA plus classique. Est-ce que c'est une véritable révolution là, qui se passe en ce moment? Quels sont les changements que l'IA générative apporte? Vous voulez commencer, Hervé? Oui, alors effectivement c'est une technologie et une discipline qui existe depuis longtemps, mais il faut bien reconnaître que depuis quelques mois et clairement depuis l'arrivée de GPT entre autres, on dispose maintenant de capacités complètement différentes. C'est un petit peu l'image que je voudrais réutiliser, c'est avant c'était la démonstration de la pile par Volta à Napoléon, et puis là on a vraiment des centrales électriques qui sont capables de motoriser des applications. Et donc je pense qu'il faut véritablement regarder les impacts de l'IA générative. Alors c'est pas magique non plus, mais ça peut transformer quand même significativement beaucoup de processus dans les entreprises, de façon de travailler, avec les impacts aussi collatéraux que ça peut avoir. Théo aussi, c'est un sujet qui vous a passionné. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question il y a de ça quelques années, enfin un peu maintenant, de quel était le domaine dans les prochaines dizaines d'années qui permettrait à n'importe qui de créer le plus de valeur, de pouvoir créer le plus de choses, partager le plus de choses relativement facilement et dans un domaine intéressant. Et l'IA là-dessus est fascinante parce qu'elle rend presque tout possible, elle impacte l'intégralité des secteurs, même si on ne s'en rend pas forcément compte, et surtout ça ouvre des possibilités, encore plus qu'avant. Et Stéphanie, donc après avoir refondé Kappa, là vous vous lancez dans une nouvelle aventure dans l'IA. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Donc, pour vous donner un exemple concret, donc Kappa, c'est la première plateforme d'intérim digital. Et malgré le fait qu'on était full digital, on appelait quand même les intérimaires la veille de leur prise de mission pour leur dire écoute, il faut que tu sois là demain à tel poste, t'as pas oublié ton cadenas, tes chaussures de sécurité, etc. Et en novembre 2022, j'ai vu l'IA générative arriver. Et en fait, j'ai vu que c'était la solution à toutes les pains que je rencontrais chez Kappa. Et en particulier, c'est la raison pour laquelle, avec une partie de l'équipe de Kappa, on a fondé Volubil. Donc Volubil, c'est quoi? C'est en fait un agent conversationnel full IA, c'est-à-dire c'est une machine qui est capable de converser comme un être humain, de faire des appels sortants, des appels entrants. Et en particulier, si je l'avais eu chez Kappa, j'aurais gagné des centaines, des milliers d'heures de travail à appeler les intérimaires pour leur proposer une mission ou pour faire des choses comme ça. Donc en fait, comme l'a dit Théo, l'IA générative, elle est en train de bouleverser le monde et c'est une révolution, effectivement, hein, c'est une vraie révolution qu'il faut s'accaparer, il ne faut surtout pas la mettre de côté parce qu'elle va toucher tous les secteurs. Moi, il y a une chose que je tiens à ajouter là-dessus, c'est que oui, c'est une révolution, mais que c'est surtout le fer de lance, enfin, finalement, c'est l'image d'une révolution qui est beaucoup plus complète, qui est certes une révolution dans la manière dont on se fait de l'IA avec l'IA générative, mais qui est également une révolution dans les technologies, dans les infrastructures, où on est capable d'avoir beaucoup plus de puissance de calcul, on a aussi plus d'investissement, donc forcément plus de puissance et plus d'entraînement qui est dédié. Et au final, cette révolution qu'on voit à travers l'IA générative, c'est les résultats, oui, de ces progrès en termes techniques, mais également de l'investissement, des investissements qui sont faits depuis 10-15 ans dans les infrastructures et des progrès qui sont faits dans le hardware et dans tous ces domaines-là. Et ça, on en parle beaucoup moins parce que c'est moins sexy et que c'est pas sur le devant de la scène, mais c'est aussi un point qu'on ne mentionne pas assez à mon goût. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on entreprend, qu'on se lance dans une nouvelle aventure, est-ce qu'on peut entreprendre sans se poser la question de l'IA, la mettre de côté? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir cette démarche-là?
Alors, je pense que non. Particulièrement en plus, si on est dans le domaine du digital, c'est à peu près évident que l'IA générative va jouer un rôle dans beaucoup de fonctionnalités. On peut prendre des exemples. Si vous êtes, alors c'est pas forcément la première chose qu'on crée, mais si vous êtes une banque digitale, une banque en ligne, bah, bien évidemment, vous devez vous poser la question de tous les impacts et de tous les moments où vous pouvez intégrer de l'IA générative dans votre relation avec les clients, hein, sur l'application, sur le site, mais aussi dans la façon de traiter et de processer leurs documents. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des procédures un petit peu spéciales auprès de votre banque de détail. La plupart du temps, c'est très compliqué et ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est véritablement sur ces enjeux-là qu'il faut réfléchir et se dire, OK, quelle est la partie que je peux, où je peux intégrer de l'intelligence artificielle dans mon process. Et c'est la même chose quand on est entrepreneur. En fait, nous, on se pose la question tous les jours de savoir comment on va utiliser l'IA déjà pour développer notre propre plateforme beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, on s'en sert tous les jours. Et sur la plateforme pour faire du dev, et pour écrire des contenus, et pour faire de la com avec des images, de la vidéo. Donc en fait, nous, elle a complètement intégré tout ce qu'on fait en permanence. Et Théo, vous conseillez aussi, je crois, parfois des entreprises. Quelles sont leurs craintes? Qu'est-ce qu'ils vous demandent sur ces sujets-là? Et ça, c'est vrai que je fais régulièrement du coup, des interventions d'entreprise, que ce soit pour vulgariser l'IA ou pour identifier exactement des gisements de valeur, où l'IA peut avoir un rôle, peut finalement apporter de la valeur, peut permettre d'économiser des coûts ou au contraire créer des revenus. Et c'est vrai qu'il y a des grandes peurs de la majorité des gens, on le voit d'ailleurs particulièrement ceux qui se rendent compte de la puissance de l'IA. On a peur que l'IA nous remplace, on a peur que l'IA prenne les jobs qui aujourd'hui existent, on a peur qu'on perde le contrôle. En pratique, en final, ces problématiques ne sont pas vraiment des problématiques qu'on a sur 5 à 10 ans. C'est potentiellement des problématiques qui vont arriver dans les dizaines d'années à venir. Mais aujourd'hui, on n'a pas le recul, on n'est pas capable de le prédire. Ce serait comme demander aux personnes finalement qui vivent il y a 300 ans de prédire le réchauffement climatique et de prédire son évolution. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, sur ces peurs-là en tout cas, c'est un peu la vision qu'on en a aujourd'hui et où c'est pas finalement juste et c'est pas pertinent de s'inquiéter de ces domaines-là sur lesquels on n'a pas vraiment d'impact. Hervé, c'est ce que vous répondez aussi. J'imagine qu'en interne, il faut beaucoup évangéliser. Alors oui, il y a beaucoup de sujets, mais je trouve que on est passé dans une phase effectivement un peu de crainte extrême et maintenant on commence à réfléchir véritablement aux usages et on se pose un petit peu, on s'aperçoit bien que ça ne va pas être une substitution si rapide et si simple. Et donc quand on regarde, c'est plutôt quels sont les axes sur lesquels il faut que je regarde pour utiliser l'intelligence artificielle générative par exemple. Et donc on voit par exemple beaucoup de choses autour de la productivité. Là c'est vraiment, je pense, un axe essentiel. Tout le monde cherche à voir comment un certain nombre de tâches peuvent être accélérées, facilitées avec de l'intelligence artificielle. Et l'autre axe, bien évidemment, c'est l'axe de la création de valeur, avec arriver à rendre les interactions avec les clients beaucoup plus intéressantes. Ça peut passer par de la personnalisation. Les assistants conversationnels vont, je pense, vivre un renouveau important par rapport aux déceptions qu'on a pu avoir jusqu'à présent sur ces technologies. Et donc là, c'est le deuxième axe important sur la valeur que l'on peut tirer de l'IA générative. Le troisième axe, ça sera toutes les disruptions. Et je suis d'un peu d'accord, c'est difficile encore de les prédire. Probablement qu'il y aura des redéfinitions sur la chaîne de valeur. Un entrant qui arrive avec un outil d'IA générative, on évoque par exemple un assistant vocal complètement autonome. C'est sûr que ça rebat complètement les cartes au niveau de la chaîne de valeur de tout ce qui est service client. Oui. Stéphanie, vous êtes très enthousiaste sur les capacités de l'IA, j'imagine, si vous êtes lancée. Alors moi, je suis une ultra optimiste. Je ne vois jamais le verre à moitié plein. Et je pense que tous les entrepreneurs de start-up sont comme moi. Donc c'est un trait de notre caractère. Donc pour moi, quand j'ai vu l'IA arriver, honnêtement, je me suis dit c'est la solution à tous les problèmes que j'ai rencontrés avant. Quand j'étais entrepreneur. Donc oui, je suis persuadée que c'est une grosse révolution. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Bill Gates le crie haut et fort partout en disant que c'est aussi fort que la révolution de l'électricité et ensuite de la révolution d'Internet qu'on a connue au milieu des années 90. Donc c'est extrêmement puissant.
Mais en même temps, c'est une opportunité incroyable pour notre écosystème, à la fois pour tous ceux qui veulent lancer leur boîte, hein, parce que là, toutes les cartes sont rebattues. Hein. Si vous vouliez aller dans la médecine, si vous vouliez aller dans la relation client, si vous vouliez aller dans la fintech, si vous voulez aller dans l'éducation, tout est à recréer avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un moment incroyable pour nous tous. Et pour ceux qui ont déjà leur boîte depuis quelques années, bah, c'est le moment aussi d'accélérer et, comme tu le disais, de créer encore plus de valeur. Donc c'est un moment extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance perso de vivre la révolution Internet, hein, fin des années 90. Peut-être qu'on on a la chance de vivre une deuxième révolution. Et c'est juste incroyable. Oui, alors je pense que si on démarre maintenant, ça doit être plein d'opportunités. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de startups qui ont démarré il y a quelques temps et qui n'avaient pas encore forcément intégré ça dans leur plan. Et peut-être que les lignes ont bougé et c'est pas évident qu'ils aient encore un marché parce que peut-être qu'il y aura un nouvel entrant qui va arriver avec une autre techno pour les substituer. Ça, je pense que c'est un des risques et on voit beaucoup de choses autour de est-ce que vous devez, comment vous devez, si vous êtes start-upper, que vous avez quelques années de recul, vous ajuster avec l'arrivée de l'IA générative. Et comme toi, je pense que c'est un moment assez important. Un économiste disait que c'est des moments où apparaissent les grosses méga-entreprises qui, comme Facebook est apparu il y a 10-20 ans, là, on va avoir probablement toute une série de nouvelles entreprises, 5, 10, qui vont devenir des méga-corps, simplement parce qu'elles auront su prendre le mouvement de l'IA Gen. Ouais. Et aujourd'hui, justement, si on a déjà sa startup, si on pense à la montée, qu'on veut injecter de l'IA dans son produit, quelles questions on se pose ? Il y a plusieurs questions à se poser, il y a plusieurs manières dans laquelle on peut intégrer l'IA. La première, c'est se demander quel est mon problème structurel par rapport à mon business model, par rapport à ce que je fais. Et selon ce type de problème, ça peut être résolu. Par exemple, l'IA résout beaucoup de problèmes structurels. Je prends le cas des assurances. Le problème structurel des assurances, finalement, c'est les fraudes et c'est les personnes qui profitent du système des assurances. Là, l'IA est pertinente parce que l'IA est capable de détecter des comportements récurrents chez les fraudeurs. Et dans ce cas-là, elle peut résoudre au moins partiellement la première étape, finalement, ce problème structurel, qui avant nécessitait énormément d'humains. Là, ça peut remplacer une grosse partie du travail de l'humain en identifiant les comportements et ensuite rebalancer une partie, du coup, les comportements identifiés étranges aux humains et réduire énormément ce problème-là. Le deuxième point sur lequel c'est intéressant de se demander si l'IA peut vraiment avoir un impact, c'est sur finalement ouvrir des nouveaux bénéfices. Se demander avec ce qu'on a déjà, est-ce que l'IA ne peut pas ouvrir des nouvelles choses? Là, cette fois, je prends l'exemple d'Airbus, qui avec ses infrastructures, avec tout ce qu'ils avaient déjà déployé, ont pu ouvrir un nouveau service et donc des nouveaux revenus avec de la maintenance prédictive. Donc simplement avec de l'IA dans les pièces qu'ils ont déjà vendues, proposer un service récurrent pour déterminer combien de temps est-ce que les pièces vont durer dans le temps et les remplacer uniquement une fois qu'elles sont plus en état et pas trop tôt à cause des normes au cas où en question de sécurité. Donc ça peut aussi permettre d'ouvrir des nouveaux revenus par rapport à ce qui existe déjà. Et le troisième point, qui est le plus classique, qui est finalement le plus simple, c'est optimiser l'existant. C'est-à-dire, c'est prendre toutes les tâches répétitives qui sont déjà faites et se demander où est-ce que l'IA peut permettre de gagner du temps, permettre de gagner de l'efficacité. Et là, je vais prendre l'exemple des comptables, des experts comptables. Aujourd'hui, la comptabilité, c'est un métier à 50% d'optimisation et à 50% de jeu uniquement de remettre des données, de transférer des données de tableau en tableau, etc., d'insert de données. Avec l'IA, ces 50%-là vont disparaître pour faire de la comptabilité uniquement un métier d'optimisation. Et parce que ça va permettre de gagner énormément de temps, d'efficacité, etc. Et ça, c'est le point qui est le plus évident, mais auquel on ne pense pas assez. On se dit que ça concerne que le marketing, ça concerne que finalement les personnes qui font des textes bateaux, mais ça concerne tout le monde, c'est juste qu'on ne se rend pas forcément encore compte parce que les technologies n'ont pas encore été percées auprès du grand public. Il faut se rappeler que GPT-3 existait bien avant ChatGPT, mais qu'on s'est rendu compte de la technologie, de ses possibilités, seulement avec le produit grand public. Hervé, Stéphanie, vous voulez compléter sur les questions à se poser avant de se lancer dans l'IA ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une façon de rechercher un petit peu tous les cas d'usage. C'est quand même important de s'acculturer et de se former pour bien mesurer l'avancement des technologies. On est capable de faire beaucoup de choses maintenant et je pense que clairement l'arrivée de GPT, c'est vraiment le coup de force qu'a réussi OpenAI de mettre en avant des technologies qui étaient préexistantes, mais ils ont quand même réussi à atteindre un niveau intéressant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais actuellement, GPT-4, ça fait 1 an qu'il est sorti, les autres concurrents commencent tout juste à arriver à son niveau.
Donc il y avait vraiment un gap important de capacité et tous les autres ont essayé de suivre. Bon là ça commence à arriver, mais si GPT-5 sort en juillet, on verra, ça rebattra peut-être à nouveau les cartes. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est très important de regarder un petit peu toutes ces capacités, de s'acculturer. Parce que tous les jours, c'est vraiment un domaine bouillonnant. Tous les jours, on trouve de nouvelles façons d'utiliser cette technologie. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ça a été conçu pour faire certaines choses et en fait, on arrive à les détourner pour faire plein d'autres choses très intéressantes avec. Et donc, ça nécessite de bien regarder ce qui se fait. Alors, et moi, je rajouterai un point, c'est avant de se lancer dans une start-up dans l'IA, s'assurer qu'un très très gros ne va pas le faire à votre place. C'est-à-dire que d'abord, il y a des logiciels, des langages qui demandent tellement d'argent. Vous avez vu Mistral, on en est déjà des centaines de millions. Et par rapport à OpenAI, ça reste encore tout petit. Donc il y a des domaines qui sont quasiment inaccessibles puisque je pense que les très très gros que sont Google, Microsoft ont une réserve d'argent tellement importante qu'ils vont se réserver beaucoup de puissance de calcul. Donc ça, c'est vraiment le premier point à avoir en tête. Et le deuxième, comme pour le préciser, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'un jour, Google ou Facebook ou Microsoft va lancer ce produit-là ? Par exemple, moi je pense que ce sont des entreprises qui sont tellement énormes qu'elles ne sont pas intéressées par faire du service. C'est compliqué de faire des services très particuliers. Donc par exemple, chez Volubill, on s'est posé la question, est-ce que Microsoft, avec OpenAI, un jour va faire des agents conversationnels vocaux tellement puissants que, en fait, on sera obsolète et qu'on ne servira à rien ? Bon, la réponse, on l'a, hein. On pense que non. Après, je pourrais détailler à certains d'entre vous. Mais ça, pour moi, c'est une question vraiment très, très importante à se poser avant. Et ce n'est pas l'opportunité de se faire racheter, au contraire, de commencer à lancer une start-up avec une techno ou un service en se disant peut-être qu'un plus gros va me racheter plus tard. Alors, comme dirait Laurent Delaporte, il est dans la salle. Laurent, je te fais un petit clin d'œil. Ancien VP de chez Microsoft. Microsoft, c'est une boîte tellement puissante. Et donc, je parle sous son contrôle parce qu'on en parlait ce matin. C'est une société tellement puissante qu'avant qu'elle s'intéresse à une entreprise française qui fait 5, 10, 20, 30 millions d'euros, c'est compliqué. Et ça va aller très, très, très vite. Et puis, surtout, le point important, je vous le dis, je pense que si on se lance dans une start-up pour penser être acheté, c'est mort. Comme dirait Philippe Colombel de chez Partech, une start-up, ça ne se vend pas, ça s'achète. Donc en fait, toutes les grandes startups, elles décident rarement de quand est-ce qu'elles ont envie de se faire vendre. C'est à un moment, il y a un alignement d'intérêts avec une entreprise qui est intéressée par ce que vous faites, par vos compétences, votre expertise, votre équipe, vos technologies. Donc, pardonnez-moi, là, je sors un peu du débat IA, mais l'entrepreneuriat juste pour faire beaucoup d'argent et se faire acheter, c'est mort. Ça ne marche pas comme ça. Oui, je compléterai, je suis tout à fait d'accord sur le fait de bien regarder où on met les pieds quand on veut démarrer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément d'outils de prise de notes en ligne qui existent. Bon, c'est sûr que quand tout le monde aura Copilot dans son Teams ou l'équivalent dans son Google Meet, c'est sûr que ça va être une boucherie. Donc, c'est très important de regarder ça et d'aller effectivement chercher des applications où il y a une combinaison de choses à réaliser et il y a un service suffisamment sophistiqué pour qu'un gros ne vienne pas s'y mettre. Après, je pense que quand même, faut rester optimiste au sens où c'est une industrie qui est en train de se structurer. Vous allez avoir les gros producteurs de modèles, et là, c'est pas la peine, je pense, d'y aller, il n'y en aura que quelques-uns. Hein, imaginez, faites l'analogie avec le marché de l'électricité, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se lancer sur EDF, voilà. Alors, avec les énergies renouvelables, ça peut changer, mais vous voyez, enfin, il y a des gros acteurs du marché et ils sont un peu immuables. Par contre, il y a plein de services à développer autour de l'usage de l'électricité. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de trouver comment je ne vais pas me faire substituer trop rapidement par un leader. Et si on décide donc de se lancer, quel serait l'impact de l'IA sur le business model de sa boîte? Est-ce que ça change quelque chose au fond? Ça dépend. C'est tellement large, c'est compliqué de répondre. Ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'on peut faire un business model, on peut faire une entreprise orientée autour de finalement ce facteur qu'est l'IA. Dans ce cas-là, c'est
une entreprise qui est très portée par rapport aux nouveautés et qu'il va falloir forcément s'adapter énormément. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette entreprise-là va devoir avoir énormément de changements et d'évolution, qu'elle n'est pas du tout, du coup, enfin les changements, les améliorations ne sont pas du tout dans le temps. Ou alors on peut juste le prendre en compte comme un facteur finalement d'ouverture, comme un facteur qui permet de faire de nouvelles choses. Je prends l'exemple, tu aurais peut-être lancé, imaginons, un service qui permettait de faire ces appels-là sans l'IA, mais l'IA permet des nouvelles choses. Donc ça permet des choses dans un business model, dans un domaine qui n'était pas de base, où l'IA n'était pas au cœur de ce domaine-là. Ou alors on peut simplement ne pas forcément le prendre en compte et faire quelque chose qui n'est pas lié, c'est-à-dire en sortir complètement ou juste le prendre en compte, voilà, comme ce que c'est, comme un outil, mais sans le mettre même simplement dans le business model, juste comme quelque chose qu'on va utiliser, comme on se sert Internet, comme on sert les réseaux sociaux, sans que ce soit au cœur de notre business model. Alors moi je pense que ça change un peu plus que ça, même si je rajoute un peu de concret. Par exemple, nous chez Volubill, en fait, il y a plein de postes qu'on ne va pas recruter tout de suite. Parce que finalement, par exemple, tout ce qui est communication, maintenant je fais tout toute seule. Donc j'ai même pas de stagiaire, j'ai pas d'assistant, mais j'ai en fait mes assistants virtuels. Donc dans le marketing, c'est pareil. Il y a des outils déjà d'IA disponibles qui permettent de finalement organiser les équipes de façon complètement différente et de ne plus investir au même endroit, en même proportion qu'avant. Donc c'est pour vous démontrer que en fait, l'IA, on la prend en compte dans la productivité, comme vous disiez. Et donc, ça change quand même les coûts pour lancer une entreprise et le type de recrutement qu'on va faire. Oui, j'allais arriver sur cette ligne-là aussi. Effectivement, je pense que sur le développement informatique, ça va changer beaucoup la donne. Sur toute une série de fonctions, effectivement, on va pouvoir probablement s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur la partie cœur business. Il y a toute une série de fonctions qui peuvent être effectivement bénéficier de l'IA-Gen. Un autre exemple concret, je ne suis pas la CTO de Volubill, mais par exemple chez Volubill, on utilise des assistants de coding, ce qui fait qu'on a besoin de moins de développeurs et qu'on débug d'abord en utilisant ces assistants de coding. Donc vous voyez, ça bouleverse quand même énormément les lignes de coût et l'organigramme de la boîte, et aussi le temps de delivery. Ça, je pense que c'est quelque chose de global dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça ouvre des nouvelles possibilités, comme l'a fait Internet. Ça permettra à beaucoup plus de monde de faire beaucoup plus de choses géniales avec beaucoup moins de moyens. Mais du coup, ça va aussi augmenter la concurrence. Et c'est comme depuis finalement, au fur et à mesure du temps, de plus en plus de monde, finalement, l'entrepreneuriat devient de plus en plus accessible, c'est de plus en plus simple. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, si on n'était pas né dans la bonne famille, avec les moyens, avec le réseau, on ne pouvait pas entreprendre. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus simple. Là, ça... Oui, alors, c'est à nuancer, mais là, ça ouvre encore plus les possibilités, c'est encore plus simple. On peut faire du développement sans être développeur, sans avoir fait une école. On peut faire beaucoup plus de choses, mais du coup, ça augmente la concurrence. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que oui, c'est plus simple, mais du coup, ça veut dire que plus de gens le font. Alors, je suis pas d'accord, mais c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, c'est parce qu'on n'est pas d'accord, ou pas, en tout cas pas d'accord sur tout. C'est qu'on entend partout dire que maintenant n'importe qui peut lancer une boîte et qu'il n'y a pas de développeurs. Non, mais je caricature, mais c'est pas vrai, quoi. Même si vous vous appuyez sur un LLM que vous ne faites pas vous, donc que va vous donner OpenAI ou Mistral, derrière, pour apporter un service de qualité qui va être extrêmement différenciant, voire unique, il faut apporter toujours de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, dans des boîtes tech ou deep tech, elle va principalement passer par les profils de développeurs qu'on va pouvoir recruter. Mais une partie du boulot de dev qui était fait avant par des humains dev, aujourd'hui, très clairement, elle est faite par de l'IA. Et c'est ce que je dis, c'est que beaucoup de gens peuvent faire plus de choses, mais du coup, tout le monde peut le faire. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée, enfin, moins. Ouais, alors, juste pour donner un peu quelques chiffres qui commencent à tourner, je pense qu'effectivement, on ne peut pas encore tout à fait se débarrasser complètement des développeurs, mais c'est plutôt effectivement un gain de productivité. Les chiffres, c'est aux alentours de 30 à 40% sur ceux qui commencent à l'utiliser de façon intensive. Donc c'est sûr que ça a un impact significatif sur votre business plan, mais je pense qu'il faudra encore pendant quelques temps avoir effectivement une équipe technique qui soit capable d'utiliser ces outils-là, mais il faut absolument qu'elle soit consciente et qu'elle soit formée à l'utiliser, parce que vous ne pouvez pas laisser 30% de productivité comme ça perdue.
On arrive bientôt au bout de notre temps imparti, mais peut-être une dernière question que j'ai envie de vous poser, parce que depuis tout à l'heure, on parle en fait de l'activité de l'entreprise qu'on créerait, mais est-ce que finalement, il y a des impacts sur l'activité du fondateur même de l'entreprise, de l'entrepreneur? Est-ce que ça change la façon d'être entrepreneur? Alors moi, je pense que ça change complètement. Je vais juste vous donner une image aussi. Moi, j'ai été CEO de Kappa, je suis à nouveau CEO de Volubil. Mon job, c'est d'avoir des problèmes, à peu près une centaine de problèmes par jour. Hein, ça va, j'ai plus de papier chiottes dans les chiottes, jusqu'à je perds un client. Et donc, en fait, moi perso, c'est 80% de data, et donc de la data aussi fournie par mes collaborateurs, et pas mal d'intuition. Je ne sais pas si l'intuition c'est bon ou pas, mais en tout cas c'est moi. Voilà, ça veut dire que 80% de mon job, je pense, dans très peu de temps, hein, moi je ne parle pas à 20 ans, hein, regardez sur mon LinkedIn, hier j'ai publié une vidéo d'Elon Musk qui dit qu'en 2030, l'IA générative et l'IA toute confondue sera plus intelligente que toute l'intelligence humaine collective. Je suis à peu près persuadée que ça va arriver. Et donc, ça veut dire que dans les 5 à 10 ans, 80% de mon job sera fait par une machine. Mais je trouve ça génial, les gars. Parce que moi, pendant 10 ans, j'ai bossé 90 heures par semaine, le week-end, le machin, le truc. Si j'arrive à bien éduquer ma machine, à lui donner la bonne data et à ce que, quand je lui parle, alors quelquefois, je vous assure, c'est vrai, quelquefois je dis salut, tu vas bien? Alors elle me répond salut Stéphanie, mais tu sais que je n'ai pas de sentiments, ou je ne sais plus ce qu'elle me dit exactement. Voilà, moi si 80% de mon temps, la machine peut m'apporter énormément d'éléments extrêmement fiables et d'aide à la décision, et que je peux passer plus de temps avec mes équipes, plus de temps sur la vision et faire encore plus confiance à mon intuition, je me dis c'est super cool. Alors, je note l'idée de trouver quelque chose sur l'IAGène et le papier toilette. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur cette partie-là, c'est que... désolé, cette histoire m'a perturbé. Oui, elle est vraie, ouais. Alors en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que quand on regarde un petit peu les comportements, tu disais le remplacement de décisions sur la base de data, c'est vrai que c'est ce qu'on constate souvent, c'est que la partie qui est confiée à l'IAGène est la partie la plus rationnelle d'un travail à réaliser, et que l'émotion, je vais utiliser ce terme-là, reste du côté des humains. Donc ça peut être aussi une évolution, laisser des choses assez rationnelles, assez automatique, ou tout au moins logique à la machine, alors que la partie intuition et émotion va rester peut-être fondamentalement encore quelque chose d'humain pendant longtemps. Ça peut être aussi un des constats sur lesquels on aboutit. Théo, en un mot pour finir. On va pas forcément avoir le temps et puis ça ouvrirait d'autres questions, mais globalement je veux dire c'est simplement qu'elle va changer la vie des fondateurs, oui, mais celle de tout le monde, on s'en rend pas compte. C'est que ça fait 5-10 ans que l'IA commence progressivement à faire partie de notre quotidien, avec les algorithmes, avec les assistants finalement personnels, que de plus en plus elle va finalement être partout sans qu'on se rende forcément compte, d'ailleurs sans qu'on le voit, mais que oui, elle va complètement changer nos vies, qu'elle va optimiser, qu'elle va permettre de faire des choses beaucoup plus personnalisées, donc que même si on s'en rend pas compte, elle changera la vie de tout le monde bien plus que ce qu'on peut apercevoir ou même ce qu'on peut prédire. Merci à tous les trois pour votre éclairage. Merci à tous. Merci. Merci.